en direct. Donc on est en direct aujourd'hui avec Philippe Lacotte, réalisateur du film La Nuit des Rois et son journaliste critique pour un échange apprenti-critique suite à la projection du film hier au Cinestar dans le cadre du Regard Film Festival. Philippe, je te laisse te présenter et parler de ton film. Bonjour. Bonjour. Voilà, je m'appelle Philippe Lacotte, je suis réalisateur français et ivoirien. Et La Nuit des Rois, c'est un film qui a été tourné en Côte d'Ivoire et qui raconte l'univers carcéral. Donc, ça se déroule dans la prison d'Abidjan qui s'appelle la Maka, qui est une prison assez surpeuplée, on va dire. Est-ce que tu peux nous dire quel message tu passes à travers ton film? Il n'y a pas forcément de message direct. Mon intention, c'était d'observer la prison. Souvent, les films qui sont en prison parlent de prison. Et là, j'avais envie de parler de l'imaginaire des prisonniers. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui arrive à la Maka et qui va être choisi pour raconter une histoire pendant toute une nuit, s'il veut survivre. Et donc, on va voyager dans ce récit de ce jeune homme qui est notre narrateur, et en même temps, on va observer la société des prisonniers durant toute une nuit dans ses luttes de pouvoir, comment elles fonctionnent, dans ses codes, dans ses lois, dans ses croyances aussi. Voilà. Alors, Monsieur Philippe Lacotte, La Nuit des Rois, c'est votre second long métrage. Vous avez réalisé un premier film en 2014 qui s'appelait Ron et qui était sélectionné au Festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard. Actuellement, votre film reçoit beaucoup de récompenses, notamment dans les festivals, celui de Toronto et de Chicago. Vous avez été sélectionné à Venise. Vous avez failli être sélectionné aussi pour concourir aux Oscars. Votre film a un succès critique et public. Alors moi, j'ai une question très simple. Qu'est-ce que vous ressentez derrière ce tel engouement, sachant que vous êtes actuellement un réalisateur ivoirien, africain qui compte aujourd'hui? Merci déjà. Ça fait toujours plaisir de… Moi, j'essaie de prendre les choses un peu simplement. Ça fait toujours plaisir de montrer son travail et que son travail soit apprécié. C'est pour ça qu'on fait des films. Hein. Et tous ceux qui font des films, personne ne refusera que son travail soit entendu d'une manière qui est proche de ce qu'il a mis dans le film. Donc, c'est une fierté. C'est une fierté pour moi de représenter la Côte d'Ivoire dans différents festivals où peut-être le cinéma ivoirien n'est pas allé, ou peut-être le cinéma ivoirien n'est pas allé depuis longtemps, parce que je ne suis pas le seul réalisateur ivoirien. Il y a toute une tradition de cinéma en Côte d'Ivoire. Il y a Henri Duparc, il y a Désiré Carré, il y a Fatiga Kramo-Lanciné, il y a Sidiki Bakaba. Il y a des jeunes réalisateurs aussi qui sont là. Il y a des collègues aussi qui ont plus mon âge, qui travaillent. Il y a Well Brown, il y a Andy Mello, il y a Alex Ogou, enfin voilà. Donc je m'inscris dans ce mouvement-là, mais c'est vrai que je travaille plus à l'international, donc c'est une fierté pour moi de porter le drapeau ivoirien et surtout de montrer notre culture. Après, moi, je prends les choses comme du travail. Ça fait 20 ans qu'on travaille pour ça. C'est bien que ça arrive. Mais il s'est passé d'autres choses avant qui étaient intéressantes aussi. Même quand je faisais des films beaucoup plus petits, où je prenais beaucoup plus de temps en documentaire, comme Chronique de guerre en Côte d'Ivoire, sur lequel j'ai passé 6 ans, 7 ans, ben c'était un grand plaisir aussi, et c'était aussi peut-être aussi riche que ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est bien, mais il y a beaucoup d'énergie qui passe dans les contrats, dans les discussions, dans la mise en place, dans le business, quoi, on va dire. Voilà. Mais pour nous, c'est un processus. Je ne suis pas tout seul. Je suis le réalisateur, mais j'ai toute une équipe derrière qui travaille avec moi, des collaborateurs artistiques, des assistants, des coachs, des gens avec qui je travaille tous les jours. Donc, pour moi, c'est un travail d'équipe. Voilà. Je voudrais ajouter aussi que Hollywood vous regarde. J'ai appris que vous avez signé dans une très grande agence américaine, justement. Comment s'est passé ce contact-là via les studios américains, via l'Amérique, les États-Unis?
Ben, en fait, tout s'est accéléré quand Neon, le distributeur américain, a acheté les droits du film pour les sortir aux États-Unis. Donc ça s'est fait après la première de Venise et avant la première de Toronto. Donc il y a eu une annonce début septembre. Donc du coup, beaucoup de professionnels américains qui étaient à Toronto sont allés voir le film parce qu'ils se sont dit qu'est-ce que Neon a choisi. Après, il y a eu tout le parcours festival qui a fait que l'agence CIA, ils sont venus vers moi. Mais j'ai envie de dire, Hollywood, c'est bien, mais ce n'est pas une fin en soi. La question, c'est quel film on fait à Hollywood. Si demain, vous allez à Hollywood et qu'on vous choisit tous vos acteurs et que vous tournez en Afrique avec des acteurs africains-américains qui ont l'accent américain ou qui ont l'accent français et qu'à la fin, vous n'avez pas de final cut et que vous n'avez pas choisi votre équipe, ça ne sert à rien d'être à Hollywood. Moi, mon objectif, c'est de faire les films en lesquels je crois, que ce soit à Abidjan, à Pointe-à-Pitre ou à Hollywood. C'est pas, faut sortir de ce fantasme des lieux. La force, elle est là. Ouais, je n'entends plus. Ah, vous avez été coupé, Philippe. Vous nous entendez? Ah, c'est reparti. C'est reparti, bon. ouais. Ok, désolé. Voilà, je disais juste que la force, elle est là où on a le pouvoir de faire les choses qu'on a envie de faire. Très bien. On vous surnomme l'enfant terrible du cinéma ivoirien par votre engagement à travers vos films, notamment sur L'Annie des rois, comme vous le dites, qui est une œuvre poétique dans un contexte carcéral. Il y a même une dimension politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce surnom-là, l'enfant terrible du cinéma ivoirien, un cinéaste engagé à travers vos œuvres? C'est vrai que je suis un cinéaste engagé et qu'il n'y en a pas beaucoup en Côte d'Ivoire parce que se frotter à la politique, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, donc peut-être que j'ai cette chance-là aussi parce que je ne tire pas tous mes revenus de la Côte d'Ivoire. C'est facile d'être indépendant quand on a d'autres possibilités. Mais en tout cas, je viens d'une famille politique, je viens d'un parcours, dans une famille où il y a des parcours politiques. Donc, j'ai toujours eu une lecture politique des choses. Et c'est vrai que mon premier film en Côte d'Ivoire, c'est Chroniques de guerre en Côte d'Ivoire, c'était en 2002. Je suis arrivé en 2002 en Côte d'Ivoire pour faire un film documentaire sur mes amis d'enfance, sur une sorte de génération perdue comme ça. Et 3 jours après, la rébellion a éclaté en Côte d'Ivoire. Donc, depuis 2002, depuis le 18 septembre 2002 jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de dresser le portrait politique et social de la Côte d'Ivoire à travers la crise qu'on a connue à rebondissement 2002, 2004, 2010, 2011. Voilà, donc toute cette crise politico-militaire qui a secoué la Côte d'Ivoire pendant 20 ans, je peux dire que cinématographiquement, j'en ai été le témoin. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de faire le portrait de la petite histoire et de la grande histoire de mon pays. Maintenant, j'aimerais évoquer avec vous les conditions du tournage du film. Il semblerait qu'elles ont été par moments difficiles, que vous avez vécu une agression. Est-ce que c'est possible que vous nous expliquiez, C'était vous nous pas donnez plus de pendant, détails? c'était pas pendant le tournage. C'était voilà, c'était pendant la post-production du film. C'était pendant la post-production, ok. Le film n'était pas encore. Voilà, le film était déjà tourné, mais le film n'était pas encore terminé. Mais en fait, j'ai pas voulu en faire trop sur cette histoire parce que j'ai pas envie de vendre forcément cette sensation-là. Mais c'est vrai que c'est assez étrange quand vous travaillez sur un film et qui parle des microbes, qui parle des gangs de la rue, et que c'est ça la fiction, et que cette fiction-là vous rattrape dans la réalité. Donc effectivement, j'ai été agressé une nuit à la machette par un gang de jeunes microbes. C'est des gangs de 8 à 18 ans. Bon, heureusement, ils n'étaient pas assez nombreux. Donc j'ai eu quand même quelques opérations, quelques séquelles, mais bon, j'ai eu plutôt pas mal de chance. Mais en fait, ce qui était étrange, c'est comment cette histoire que j'essayais de raconter, que je racontais dans mon film, est venue rejoindre, est venue télescoper un peu ma propre vie, quoi. Voilà, c'est surtout ça qui m'a frappé.
Parlons maintenant plus précisément du film. Vous l'avez dit, c'est un film qui se passe dans un contexte carcéral, avec une lutte d'influence entre des gangs, plus le jeune Roman qui est un microbe et qui doit, pour survivre, raconter une histoire. Pourquoi avoir fait ce choix, sachant que dans l'univers carcéral, quand on parle de films, on pense souvent au Prophète de Jacques Audiard. Il n'y a pas, vous avez exposé les codes en n'évoquant pas directement la violence de la prison. Vous ne montrez pas véritablement la violence des détenus. Vous passez justement par l'histoire, par un conte et par la poésie. Pourquoi ce choix? Parce que Un Prophète de Jacques Audiard est un très beau film. Mais je pense qu'il y a toute une histoire de films de prison. Les films de prison, c'est un genre et on ne peut pas réduire, genre, oui. on peut pas réduire tout ce genre-là à juste Jacques Audiard, même s'il l'a bien fait. Il y a des séries, voilà. il y a des… Voilà. Et puis, il y a des films depuis Papillon jusqu'à Alcatraz, en passant par Ghost of the Civil Dead, voilà, Les Évadés d'Alcatraz. Il y a toute une tradition de films de prison. Qui respectent certains codes que vous exposez totalement. Qui respectent certains codes. Mais moi, je joue avec ces codes-là parce que je ne suis pas un réalisateur de films de genre, mais je suis un réalisateur qui fait toujours référence au genre. Voilà, j'aime bien jouer avec le genre. Et donc, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que la prison, elle est toujours montrée par le fait que comment est-ce qu'on vit le fait qu'on est en prison. Mais ça, c'est une partie de la réalité. Mais quand les gens sont en prison, ils ne se disent pas du matin jusqu'au soir, je suis en prison. Ils ont des relations, ils ont des échanges, ils ont des choses auxquelles ils pensent, ils ont des contacts avec certaines personnes, ils ont des douleurs, ils ont des envies, ils ont des espoirs. Voilà. Et pour moi, la prison, c'est comme une société à part entière. Parce que aussi, donc déjà, pourquoi j'ai raconté cette histoire? J'ai raconté cette histoire parce que la pratique de roman, c'est une vraie pratique à la Maca. Bien sûr, ça ne va pas jusqu'à la mort, mais il y a des romans à la Maca, des gens qui racontent des histoires toutes les nuits. Donc, c'est quand un ami qui sortait de cette prison m'a raconté ça que j'ai eu envie de faire cette histoire. Voilà. Parce que, donc, je pars déjà d'une histoire réelle. Après, dans mon expérience personnelle, il se trouve que quand j'étais enfant, ma mère était à la Maca, côté féminin évidemment, pour des raisons politiques. Donc, c'est une prison que j'ai beaucoup visitée en étant enfant, dont je garde des images très, très fortes de longer cette forêt en taxi collectif, parce que la Maca est au milieu d'une forêt, donc c'est un lieu sonore, c'est un lieu visuel. Et on peut dire que c'est la plus grande prison de l'Afrique de l'Ouest. Oui, on peut dire ça, même si on n'a pas tout mesuré, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au Nigeria, mais disons que c'est une grande prison. Voilà, c'est une grande prison, mais ce qui m'intéressait, c'était de restituer toutes les images que j'avais de ce lieu. Et voilà, parce que je pense que les réalisateurs, on doit parler de ce qui nous touche, on doit parler de ce qu'on connaît un peu, on doit parler de ce qu'on aime observer. Et la prison, c'est un lieu qui m'intéresse. J'aimerais évoquer avec vous le casting. Comment il s'est passé? Parce qu'on voit des très grands acteurs comme Steve Chenchu qui joue Barbe Noire ou Denis Lavant. Comment vous avez recruté Conan Bakary pour le film et les autres? On a fait un casting avec mon directeur de casting, Johan Richemont, qui est à Abidjan. On a fait un casting pendant 2 ans. Au départ, on a commencé par un casting classique avec tous les jeunes acteurs qui étaient sur le paysage, on va dire, audiovisuel et cinématographique ivoirien. Et on n'a pas été satisfait de ce casting parce que beaucoup de gens venaient parce qu'il fallait jouer dans le film de Philippe qui a fait un film qui allait à Cannes. Voilà. C'est comme ça qu'on l'a perçu en tout cas. C'est-à-dire il fallait être dans ce film, mais ils ne savaient pas pourquoi, la raison pour laquelle ils avaient envie d'être dans ce film. Et moi, je suis quelqu'un qui fonctionne quand même beaucoup à la passion et pas au calcul. Donc, après ce premier casting, on a décidé de descendre dans les différents quartiers d'Abidjan, d'aller faire ce qu'on appelle du casting sauvage. Ouais. On avait un assistant qui passait avant, qui distribuait des flyers à des jeunes qui trouvaient intéressants. Et puis, on prenait une salle de mairie, une toute petite salle. Il n'y avait pas d'annonce, il n'y avait pas le nom du réalisateur, il n'y avait pas le nom de la production. Et on travaillait comme ça. Et on a fait ça
dans une dizaine de quartiers populaires d'Abidjan. Et on a vu 2000 personnes et on a gardé 40 jeunes qu'on a amenés en atelier pendant 2 mois. Et dans ces jeunes-là, il y avait des jeunes qui voulaient être acteurs, il y avait des danseurs, il y avait des pratiquants d'arts martiaux. Voilà. OK. Quel est l'état des lieux aujourd'hui du cinéma en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a un renouveau? Est-ce que l'industrie, il y a une véritable industrie qui se construit au pays, à Abidjan? Le cinéma en Côte d'Ivoire, il a connu une crise dans les années 2000 parce que le pays a connu une crise. Par exemple, quand mon premier long métrage Run a été tourné en 2012, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu un long métrage coproduction internationale tourné en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un vide à un moment, même s'il y a eu quelques films comme Le mec idéal de Howell Brown dans cette période-là, mais il y avait eu une forte baisse. Aujourd'hui, les choses sont reparties. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au cinéma en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'associations, il y a des jeunes critiques. La plupart des réalisateurs sont très dynamiques au niveau de la série TV. Donc, la série télé est devenue vraiment un lieu d'expression. Il y a un fonds public par le ministère qui a été mis en place, le FONSIC, pour soutenir le cinéma. C'est bien, mais je dirais que ce n'est pas encore assez. Il nous faudrait plusieurs guichets. Il y a des salles aussi qui ont été construites avec le réseau Majestic, des salles qui sont très bien équipées. Il y a 4 salles à Abidjan, alors qu'à un moment, il y avait 0 salle, et après, il y a eu une salle. Voilà, donc ça avance, mais je dirais que ça pourrait aller plus vite. Ça pourrait aller plus vite avec une plus grande implication des autorités publiques. On a besoin de grilles, de barèmes, de salaires, on a besoin d'inciter beaucoup plus de choses. Voilà. Alors, La Nuit des Rois, comme je l'ai déjà dit, c'est une œuvre politique. Il y a même une dimension fantastique. Et à un moment, on bascule dans la politique avec des images d'archives de la crise ivoirienne. On voit notamment Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on peut dire que le film que La Nuit des Rois est un film contre le pouvoir? Non, il n'est pas contre le pouvoir parce qu'il n'a pas, il a même pas cette ambition-là. En fait, la parole est tellement peu prise politiquement sur le continent africain que dès qu'on montre quelque chose comme un document, on pense tout de suite qu'on est en train d'attaquer celui-là ou celui-là. Moi, j'ai fait Run 2 ans après la crise politique de 2011. Et c'était vraiment très, très, très difficile de tourner parce que les partisans de Laurent Gbagbo étaient persuadés que le film était contre eux et était un film de propagande fait par l'AE, financé par l'AE. Voilà, on était à ce point. Donc, les militants étaient sur les tournages, sur le plateau de tournage, ont été obligés de négocier plan par plan. Mais on est quand même allé au bout du film. Mais à la fin, quand ils ont vu le film, ils ont compris que c'était une trajectoire humaine à travers ce conflit. Et La Nuit des Rois, c'est pareil. J'ai utilisé les images de l'arrestation de Laurent Gbagbo parce que le héros, le personnage dont on raconte l'histoire, Zama King, a été dans la rébellion. Et donc, comme j'avais envie en cinéma de rendre les choses un peu plus fortes, ben j'ai préféré le faire entrer dans la rébellion le jour où le président Laurent Gbagbo a été arrêté, parce qu'en fait, ce jour-là, les rebelles sont passés avant l'arrestation et après l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Avant, il y avait 2000 rebelles, après, il y a eu 5000. Voilà, donc je trouvais ça intéressant que lui, il fasse partie de tous ces nouveaux qui se sont engouffrés dans la victoire. J'aimerais maintenant aborder votre manière d'écrire un scénario, de réaliser un film. Vous avez déclaré que vous n'êtes pas quelqu'un de très prolifique et que vous prenez votre temps pour faire les choses. Racontez-nous un peu le processus, combien de temps il a fallu mettre la mise en place pour réaliser La Nuit des Rois. Ça peut aller vite des fois, mais ce que je voulais dire, c'est que je ne cherche pas à tout prix à aller vite. Je cherche à ce que le processus aille à son terme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de films et en même temps, en tant que réalisateur ivoirien, en tant que réalisateur africain,
c'est une grande responsabilité d'avoir cette possibilité de raconter des histoires et de les montrer sur des écrans internationaux. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ça. Il faut bien travailler, il faut prendre ça comme une responsabilité. Donc, j'essaye. Après, on peut ne pas être d'accord avec certaines de mes images, on peut ne pas être d'accord avec certaines de mes interprétations, mais je peux les défendre. Je peux dire pourquoi. Ce n'est pas fait à la va-vite. La Nuit des Rois, c'est un projet qui a commencé vraiment en 2016. On a eu 2 ans d'écriture. On est passé par le Torino Film Lab en Italie pour l'écriture. Et puis après, on a réuni le Sénégal, la France, le Canada avec la Côte d'Ivoire pour une coproduction. Mais dès qu'on a eu le scénario, les financements, ils sont allés très vite parce que le scénario était bien. Le scénario était bien. Justement, j'aime bien passer du temps sur le scénario pour qu'après, ça ne coince pas et qu'on ne reparte pas en arrière. Voilà. Donc, le scénario a vite convaincu les partenaires et après, on est parti sur la fabrication. J'ai une équipe en Côte d'Ivoire au sein de Wasakara Productions. C'est une équipe de jeunes. Donc, on prend du temps. On a préparé le film sur 2 ans pour être sûr d'être bien installé. Voilà. Et c'est comme ça qu'après, le tournage a eu lieu en 2019 et le film est sorti en 2020. Et actuellement, vous recevez beaucoup de projets pour réaliser d'autres films. Quelle est la suite après la Nuit des Rois? Ouais, la suite, elle peut aller dans plusieurs directions parce qu'il y a du politique dans La Nuit des Rois, il y a de la chorégraphie, il y a du social avec, Fantastique. voilà, il y a du fantastique. Donc évidemment, à partir du moment où vous êtes un réalisateur qui commence à être exposé, ben, vous devenez un peu comme une boîte aux lettres, quoi. C'est-à-dire que chacun pense que vous pouvez réaliser son désir. Voilà, donc c'est-à-dire celui qui veut faire un film fantastique, il considère que c'est vous. Celui qui veut faire un film politique, donc au milieu de tout ça, moi je suis très content de tout ça, mais j'essaye de trouver ma propre histoire dans tout ça. C'est-à-dire que voilà, c'est bien d'avoir des propositions, mais il faut que ces propositions me parlent, si j'ose dire. Il faut que je trouve aussi la manière de me les approprier. Donc pour l'instant, je prends ce temps-là, je lis des choses, j'essaie de faire des recherches. Voilà, je prends ce temps-là pour trouver la prochaine histoire. Pour finir, votre regard justement dans le contexte actuel avec la crise sanitaire qui touche énormément le domaine de la culture et le cinéma, est-ce que vous pensez, vous qui est réalisateur et aussi producteur, qu'il y aura un avant et un après cette crise, notamment en termes de production et de diffusion de films? Ben c'est sûr, c'est déjà installé. On voit aujourd'hui 3000 écrans qui viennent de disparaître aux États-Unis, en Californie, avec Pacific, le distributeur Pacific et un autre distributeur aussi qui a fermé. Voilà, donc il y avait déjà une transition vers le digital, il y avait déjà une transition vers les plateformes avec un rééquilibrage avec la salle. Ça ne veut pas dire que la salle va disparaître, hein, mais ça veut dire qu'il y aura un rééquilibrage avec la salle. Et aujourd'hui, on constate que cette transition se fait de manière accélérée, que les plateformes se sont adaptées. Quand je suis dans le métro aujourd'hui, j'ai l'impression que les nouvelles sorties de films, c'est les plateformes. Ils annoncent ça comme des sorties. C'est-à-dire que voilà, votre maison, votre appartement est devenu votre cinéma, en fait. Voilà. Vous Donc, avez eu des contacts avec des plateformes oui, depuis oui, la sortie oui, des oui, films? oui, Ok. oui, j'ai des contacts avec des plateformes, plusieurs plateformes, parce qu'aujourd'hui, nous, on est des réalisateurs, on est des producteurs, et quelque part, je dirais, on va où il y a l'argent. Et aujourd'hui, l'argent, il est chez les plateformes. Il est chez les plateformes parce qu'il y a beaucoup d'abonnés. Donc, c'est nous qui créons en tant qu'audience le pouvoir de ces plateformes. Et aussi, ces plateformes ont un besoin, ont une obligation de proposer toujours des choses nouvelles pour leurs abonnés. Puisque quand vous êtes abonné, il faut qu'il y ait des nouveautés Des et nouveaux de contenus, ouais. proposer des nouveaux regards sur la société. Donc, ce n'est pas inintéressant. Mais en termes de comment le cinéma sera montré, je pense qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer et que du coup, il y a certains films qui peut-être n'auront plus leur place en salle. La salle peut-être va rester pour du grand spectacle.
ou pour des avant-premières comme du Prestige. Voilà, c'est quelque chose qu'on sentait déjà, c'est quelque chose qui s'accélère. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut s'adapter, il faut continuer à dialoguer avec le public, à montrer nos films au public. Voilà. Merci, Monsieur Philippe Lacotte, de cet entretien. Maintenant, on va passer aux questions. Merci à vous. Merci. Si vous avez des questions. Il y a combien de personnes là en face de nous? Ça varie un peu. Pas de questions des auditeurs? Bon, moi, je vais encore en poser quelques-unes. Vous travaillez sur quoi actuellement là? Vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire après la Nuit des Rois? En ce moment, je travaille 4 ou 5 projets en même temps. Voilà, donc je travaille sur une série avec des producteurs anglais et français, une série. Je travaille sur une série en Côte d'Ivoire sur laquelle je suis producteur. Je produis un documentaire d'une jeune réalisatrice franco-ivoirienne. Et après, je suis sur deux longs métrages avec mon agent sur les États-Unis où on est en train de discuter avec les producteurs. Voilà. Donc, mes journées, c'est beaucoup de lecture, c'est de l'écriture, c'est des recherches. Voilà, pour savoir quel est le projet finalement qui va passer devant. Voilà. Et comment ça se passe aux États-Unis, justement, avec leur méthode de travail qui est totalement différente des nôtres, en fait, de l'Afrique francophone? Comment ils sont, les Américains, avec vous? Ouais, ils ont un regard condescendant ou ils vous respectent? Comment ça se passe? Non, ça se passe vraiment très bien parce que déjà, il y a eu pas mal d'échanges avant de commencer à travailler ensemble avec l'agence CIE, avec Brian Kent, par exemple, qui est mon agent. En fait, c'est une agence qui a 5-6 agents et les 5-6 agents, chacun peut vous envoyer des projets. Donc, ça veut dire qu'en tant que réalisateur, déjà, vous pouvez être assez vite submergé. S'il y a un agent qui trouve quelque chose, après, il vous envoie un livre, souvent c'est des livres, il vous envoie un article et il dit « Est-ce que ça peut vous intéresser ?» Si vous dites oui, ben, il y a un autre meeting avec le producteur. Et aussi, ils envoient le film La Nuit des Rois à beaucoup de producteurs et si les producteurs trouvent ça bien, il y a une rencontre, même si on ne sait pas qu'est-ce que ça va, même s'il n'y a pas de projet commun, mais on se rencontre et puis on discute pour la suite. Voilà, donc ça se passe très bien. C'est une manière de travailler qui est beaucoup plus collégiale, mais qui fonctionne bien, Je trouve que ça marche bien. Et votre regard sur l'état actuel des cinémas d'Afrique en général, vous pensez que vous pensez qu'il y a une véritable industrie, comme à l'instar de ce que vous m'avez raconté comme à l'instar que vous m'avez raconté concernant Abidjan, la Côte d'Ivoire, et sur toute l'Afrique francophone? Voilà, je peux plus parler de l'Afrique francophone parce que justement, je voulais parler de l'Afrique francophone. Voilà, je ne connais pas très bien l'Afrique anglophone. J'aurais dû préciser, là je précise l'Afrique francophone. L'Afrique francophone est pris dans un dilemme, hein, comme d'habitude. Il n'est pas juste lié au cinéma, il est lié à l'histoire coloniale de l'Afrique francophone, c'est-à-dire le cinéma francophone en Afrique, des pays francophones, a été pendant des années financé à Paris, financé par des instances françaises et européennes. Aujourd'hui, donc, du coup, ça a été un atout, mais en même temps, il n'a pas cherché son indépendance dès le départ. Et c'est pour ça peut-être qu'il n'y a pas eu un phénomène comme Nollywood venant des pays francophones. Voilà, c'est-à-dire complètement une économie de cinéma à développer. Ça ne veut pas dire que Nollywood, tout est bien, hein, mais en tout cas, c'est un phénomène qui n'est pas négligeable. Et donc aujourd'hui, on est en train de chercher une nouvelle voie entre économie publique et économie privée dans les cinémas francophones. Il y a des talents, pour moi, il y a des talents, il y a beaucoup de réalisateurs, mais quand je vois tous les réalisateurs qui ont vraiment une incidence, une visibilité à l'international, c'est des réalisateurs qui vivent à l'étranger ou qui sont très en contact avec l'étranger. Et donc aujourd'hui, je dirais que la prochaine étape, c'est que les jeunes qui sont en Afrique, qui vivent en Afrique, qui
qui n'ont pas forcément, qui vivent pas à moitié à Paris, qui vivent pas à moitié à Londres, qui vivent pas qui puissent faire leur film aussi, qui est que voilà, qu'ils arrivent à trouver les moyens pour faire leur film. Je pense que c'est ça le prochain enjeu. Et l'autre enjeu en parallèle, c'est les écrans. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas de salles de cinéma, qu'on n'a pas assez de salles de cinéma. Mais vu qu'il n'y a aucune protection sur ces salles de cinéma, demain, on aura 500 salles de cinéma, mais on verra que des films Disney peut-être dans ces salles-là. Voilà. Donc, il faut aujourd'hui penser à de la préservation culturelle, à de la préservation des œuvres africaines dans ces salles-là, qui est un quota d'écran qui soit réservé pour ces films-là. Voilà. Ouais, pour des films locaux. Des questions, Kimberley, il n'y a personne qui pose des questions? Alors, il y a 55 personnes qui ont regardé le live. Il n'y a pas de questions. Ok. Bon, ben on va conclure. On va conclure, Monsieur Philippe Lacotte. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour pour une année particulière? Je faisais une intervention hier sur une page web, et ce qu'on peut me souhaiter, c'est que j'ai envie mon objectif, c'est vraiment de raconter l'histoire de l'Afrique aujourd'hui, de l'Ouest en tout cas, qu'elle soit politique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sociale, raconter cette jeunesse, parce qu'on vient de pays quand même où 70% de la population a moins de 30 ans, cette jeunesse qui bouillonne comme ça et qui attend que des perspectives lui soient proposées, des perspectives humaines, des perspectives sociales, des perspectives économiques et surtout politiques. Et donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est ce que je souhaite en tout cas, c'est que mon pays qui a déjà beaucoup fait, et l'Afrique de l'Ouest, qu'on soit porté encore plus, qu'on soit encouragé, qu'on soit soutenu. Et vu que je discute avec vous qui êtes à Pointe-à-Pitre, ce qu'on pourrait souhaiter, c'est qu'il y ait aujourd'hui, comme aux États-Unis, une sorte d'international de regard noir sur diaspora, la diaspora voilà, une noire, diaspora. Un lien. Voilà, un lien. Que ce soit un film qui se fasse en Guadeloupe, que ce soit un film qui se fasse à Libreville, que ce soit un film qui se fasse à Harlem ou à Détroit, que la diaspora travaille tous ensemble. Que la diaspora travaille ensemble. Ça, c'est un souhait. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Lacotte, pour cet entretien. Merci, merci à vous. Merci. Qui était là. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi, bonne journée. Au revoir. Merci.